Est-ce que vous avez déjà vu ce truc bizarre dans les sous-titres automatiques de certaines vidéos? Des phrases qui sortent de nulle part. Abonnez-vous, merci d'avoir regardé, alors que personne ne les a prononcées. Ce ne sont pas des bugs aléatoires, mais des traces d'une magouille potentiellement illégale d'OpenAI. Des indices qui révèlent que les plus grands modèles d'IA ont été entraînés sur YouTube sans aucune autorisation. Et oui, parce que derrière leur branding impeccable et leur communiqué de presse lisse, il y a en fait une guerre de l'ombre qui se joue, une ruée vers la donnée où visiblement tous les coups sont permis. C'est un Far West où les géants de l'IA préfèrent payer des amendes à plusieurs milliards plutôt que de s'interdire de faire main basse sur les contenus des auteurs. Aujourd'hui, avec Jean-Louis, le cofondateur d'une boîte d'IA justement, on va voir pourquoi, stratégiquement, le crime paye. Lui qui connaît tous les bruits de couloir va nous raconter toutes les méthodes fourbes de ces géants et ce qui se trame en coulisses. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui veulent utiliser les meilleurs modèles d'IA sans multiplier leurs abonnements. Notre partenaire Mammouth AI, une boîte française, rassemble tous les grands modèles en une seule interface. On parle de Claude Opus 4.5, Gemini 3, mais aussi Nano Banana ou Flux Pro dans toutes les dernières versions. Et ce que j'ai pas encore mentionné, c'est que Mammouth équipe déjà plusieurs centaines d'entreprises et de collectivités. Ils ont une interface admin dédiée où vous pouvez gérer vos utilisateurs et suivre les usages de votre équipe. Le tout au même tarif que les particuliers, soit 10 € par mois, quand ChatGPT en mode business, c'est 30 balles. Vos données sont d'ailleurs hébergées en Europe avec la Zero Data Retention. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous présenter tout ça, qui est en description. Merci à Mammouth, et on reprend. Tout le monde a déjà forcément, dans des sous-titres qu'ils ont vus de films, ou des sous-titres autogénérés, ou des trucs comme ça, eu l'expérience de voir un moment des hallucinations, ou des abonne-toi, ou des sous-titres made by machin. Tous ceux qui ont déjà utilisé de la transcription vocale, et tu en sais quelque chose, ont déjà vu ces hallucinations-là. Et en fait, ce que tu nous expliquais, c'est que on sait quasiment à 100% que c'est parce que OpenAI, au moment où ils ont créé leur modèle fondationnel de Whisper de transcription, ont pillé des données bien connues, à savoir nos propres vidéos par exemple. C'est vrai, nous aussi on fait partie de ce genre de dataset. Ont plus ou moins pillé YouTube en gros, c'est ça? Ils ont pillé YouTube, mais pas que ça. Hein. Ils ont scanné tout Internet. Il faut que tu dises la data low. En gros, plus j'ai de données, plus mon algo va être smart, on va dire. Si tu prends Common Crawl, qui est un snapshot d'Internet, t'as pas trop de différenciateurs. Tu vois, ton modèle, ils vont être... On sait tous c'est du transformer, bon, tout le monde va se ressembler. Il faut que tu ailles chercher plus. Donc tu dis, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de données? Bon, une fois que tu as fait le tour d'Internet écrit, Wikipédia, machin, bon, ça va 2 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Les social media. Donc là, tu commences à scanner Twitter. C'est pour ça que Elon Musk, il s'énerve. Il dit, OpenAI, ils sont en train de tout nous payer. Aussi, on va piller OpenAI, donc ils ont pillé ChatGPT. Tu vois, c'est assez marrant. Ils ont pris les prompts et les sorties de prompts de ChatGPT, puis ils ont entraîné Grok avec. Donc tu peux piller les social media écrits. Après, tu peux piller YouTube, puis tu peux piller aussi toutes les sous-titres, les vidéos, puisque tu as des heures et des heures de vidéos qu'ont le sous-titre dans toutes les langues. Mais donc, en fait, tu as plusieurs problèmes qui se posent. C'est la profondeur de ta donnée. Ça, c'est le premier. Le deuxième qui va se poser comme question, c'est la profondeur des langues. Et le troisième, c'est la qualité. Et globalement, tu as ces trois facteurs-là. Donc au début, tu essaies de ramasser un peu partout. Ça te donne un GPT 3.3, 3.5 qui est quand même hallucinant à l'époque. Hein. On avait tous eu un choc. Mais après, tu dis, il y a des allus, ça déconne un peu, machin. Et là, en fait, ton problème devient des problèmes un peu plus profonds, de qualité, de choses comme ça. Et là, il va falloir que tu te recentres un peu et que tu sois un peu plus sélectif et que tu travailles un peu plus ta donnée. C'est ça donc qui explique qu'on voit des abonne-toi dans nos sous-titres. Bon, pour revenir sur la transcription très rapidement, si tu te mets à entraîner un modèle de transcription là-dessus, sur le cas de la transcription qui est bien spécifique, tu vas aller chercher donc de l'audio. Idéalement, tu veux de l'audio de bonne qualité. C'est ce que tu cherches à avoir le plus possible, avec du contenu technique aussi. Mais qu'est-ce que font tous les youtubeurs? Ils vont générer de l'engagement et donc ils vont dire abonne-toi, etc. Quand est-ce que tu dis abonne-toi? À la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu mets à la fin de la vidéo? Un générique. Ouais. Ah oui. Donc tu as une petite musique. Ouais. Et quand tu dis abonne-toi et que tu as le générique, combien de temps est affiché le sous-titre? Pendant longtemps. Pendant longtemps, puisqu'il n'y a rien qui vient derrière. Ouais. Il n'est pas expiré par un autre mot qui est prononcé, vrai? Ouais. Donc il a tendance à déborder dans l'horodatage. Et donc en fait, les algos, c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont scrappé. Les algos, quand tu vas leur faire apprendre l'horodatage et tu vas leur faire apprendre la correspondance du son. Du coup, oui, tu vas prononcer abonnez-vous, mais en même temps, tu vas avoir tout le générique. Et donc du coup, le spectre audio qu'il va voir dans l'horodatage, il va aussi voir tout ce qui va être son.
pour ça. Sur le même horodatage. Donc dès que tu vas avoir des bruits de fond, dès que tu vas avoir des choses qui sont un petit peu différentes de la voix, il va avoir des spectres, il va partir en cacahuète, et il va dire quel est le truc qui ressemble le plus, ce vecteur-là, et ce vecteur-là, c'est quoi? C'est le truc que j'ai vu systématiquement à la fin des vidéos. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez. Et donc c'est ça, une hallucination? Ça, c'est une hallucination. Il voit du silence ou un bruit de fond? Un bruit de fond, et il se dit c'est quoi la chose qui ressemble plus à ça? C'est abonne-toi. Bah, c'est la chose en fait où il n'y avait rien qui parlait et des petits bruits derrière, et ça c'était abonne-toi. Et l'endroit où tu génères de la donnée tous les jours, c'est User Generated Content. Donc c'est le contenu généré par les utilisateurs et les réseaux sociaux et choses comme ça. Et donc on sait qu'ils ont scrappé YouTube pour avoir plus de données pour entraîner les 3.5, les 4 et compagnie. Parmi les exemples de pris en flag, tu sais, de modèles d'entraînement pris sur le fait par le grand public, parce que j'imagine qu'en coulisses, il y a encore un autre niveau d'information, mais c'est surtout les modèles d'images ou de vidéos où j'ai trouvé ça hyper marrant. Il y a des gens qui sont amusés avec, par exemple, Midjourney. Ils ont fait pause dans un film genre Avengers, par exemple. Ils ont essayé de reproduire l'image en décrivant avec le meilleur prompt possible, tu vois. Et en fait, le résultat auquel ils arrivent est complètement absurde. C'est-à-dire que la frame est quasiment identique. C'est un gros élément qui indiquerait que Midjourney s'est train sur tout Hollywood, quoi, globalement. Tout le monde a fait ça. Je veux dire, on va pas se mentir. On peut parler aussi d'Anthropic, qui se fait gauler à entraîner sur 1 demi-million de livres, etc. Ton point, il est tout à fait valide, qui amène la question du syndrome du prisonnier, qui est de dire, avec les éditeurs, que ce soit pour les journaux, tu vois, Le Monde a fait un accord avec OpenAI. En fait, t'es un peu genre... On protège notre propriété intellectuelle. Non, on leur donnera jamais. Ils vont tuer notre business en devenant des éditeurs vidéo, en devenant des éditeurs de presse, etc. Et puis au bout d'un moment, tout le monde se regarde, mais on se fait défoncer quand même. Je dis, quitte à se faire avoir, autant prendre un petit billet pour la passe. Je veux dire. Et donc du coup, le premier, je l'ai dit quand même, mais j'ai pas été cru. Mais comme dans le syndrome du prisonnier, on se met tous d'accord qu'on fera pas de deal avec, mais le premier à parler est celui qui va récupérer le billet. Ce que tu dis, c'est que par défaut, ce qu'on constate, c'est qu'ils n'ont pas attendu d'avoir des deals comme il faut dans les règles de l'art pour piller massivement. Ouais. Et là, l'exemple dont je parle, c'est des Midjourney 5, bien avant qu'il y ait eu des deals réels, officiels. Et c'est pareil, les Even Labs et compagnie, c'est la même chose sur les voix. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu mets la pression à l'éditeur en disant « faites quoi que tu fasses, j'avance » et je suis en discussion avec lui, que ce soit vrai ou pas, de toute façon, tout le monde a des discussions parce que tout le monde va venir se plaindre et dire « moi, je vais te faire un procès ». Le mec, il dit « de toute façon, tout le monde veut me faire un procès, on pourrait faire un accord. Le premier à faire l'accord, c'est celui qui gagne. » Ok, parce que ça, c'est hyper intéressant. Les grands modèles, en gros, globalement, pillent de la propriété intellectuelle pour s'entraîner. Donc, dedans, il y a de la donnée d'image, il y a de la donnée de texte. Donc, c'est en gros toute la propriété intellectuelle qui appartient à plein de gens. Parce que la réaction première, c'est de se dire « ok, mais pourquoi il n'y a pas des procès ? Comment ça se fait ?» que ça se passe dans le plus grand des calmes, en mode c'est le Far West et il n'y a pas de règles, tu vois. Tu peux le lire de deux manières. Au moyen niveau, c'est que les procès mettent du temps, mettent plus de temps que le marché ne met de temps à avancer. Si tu attends les réglementations, si tu attends à l'européenne, en reconnaissance vocale, on ne sait pas dans les call centers combien on a le droit de traiter d'heures d'appel légalement. Parce que la réglementation de protection des données te dit un usage modéré, limité pour... Ok, je comprends, mais en fait, où est-ce qu'on s'arrête? C'est 1%, 5% des appels, 20%, 99%, parce que de toute façon, je l'utilise systématiquement pour faire les résumés d'appels pour la qualité client. Il n'y a aucune directive qui a été donnée. Enfin, il y a des directives qui ont été données, mais on n'a aucun chiffre. Donc tout le monde se regarde et attend, parce qu'ils ont peur de prendre la pénalité. Aux US, ils fonctionnent différemment. Ils disent le marché, il est énorme, je fonce. Ils mettent tellement de temps à réagir, de toute façon, ils me mettront une pénalité, mais ma valeur aura tellement explosé que ce sera ridicule. Et donc, en gros, c'est mieux vaut dire pardon que s'il vous plaît, c'est un peu ça. Et c'est exactement, mais c'est la mentalité américaine. Et tu dis qu'il n'y en a pas à faire, il y en a en fait. Tu regardes Anthropic, ils viennent de se prendre une cartouche à 1,5 milliard de dollars. Tu te dis, waouh, 1,5 milliard de dollars, c'est monstrueux. Ouais, alors quand ils ont siphonné, leur valo, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être autour de 10, 12, 20 milliards. Oui, la donc pénalité en fait, maintenant, ils s'en foutent, quoi. C'est 0,8% de leur valorisation. En fait, 0,8. S'ils avaient attendu, ok, ils n'auraient pas eu de pénalité d'1 milliard, mais est-ce qu'ils vaudraient 480 milliards? Jamais de la vie. Donc ça, c'est le niveau micro en lecture. Maintenant, tu as le niveau macro. Est-ce que le gouvernement américain ou la société américaine, vu les compétitivités avec la Chine, vu que l'économie majoritairement aux États-Unis tient sur, on va dire, le marché de l'IA aujourd'hui qui augmente, est-ce que tu as intérêt à mettre des garde-fous en amont de cette croissance économique qui globalement tient essentiellement via la promesse de l'IA?
La réponse, elle est non. Donc maintenant, est-ce que les juges, etc., ça dépend de quel bord sont les juges, donc tu as beaucoup de sujets politiques aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont intérêt à brider l'IA, qui est le facteur de croissance économique, qui fait qu'en gros, on va dire, il n'y a pas de révolution aux États-Unis derrière Trump parce que ça tient encore à ça. Donc on va tolérer de ces boîtes-là cette piraterie, aussi parce qu'on soupçonne, enfin de leur point de vue, j'imagine que les Chinois se posent pas ce genre de questions. Non, globalement sur la tech, tu vas avoir la partie américaine qui va être le capital d'abord, le pognon. Le pognon parle. On réfléchit ensuite. En Chine, c'est le gouvernement parle. Tu ne réfléchis pas, sinon c'est la prison, mais globalement, c'est le gouvernement qui parle. Donc si tu as une stratégie gouvernementale, tout le monde va la suivre. Et tu vas avoir l'Europe où c'est l'individu. Le RGPD est le bon exemple. Et donc, en fait, lequel avance le plus vite, c'est sûr que l'Europe avance beaucoup moins vite. Parce que si tu cherches à respecter la propriété intellectuelle de chacun, les individus, etc., tu vois, se mettre d'accord 60 millions de personnes en France, c'est déjà le chaos. Alors imagine, c'est quoi l'Europe? C'est 400 millions de personnes, un truc comme ça. C'est encore plus le chaos. Donc c'est très dur, les positions de Mistral et compagnie sont très dures à tenir parce que c'est des gens qui jouent dans l'open source. C'est-à-dire dès qu'ils ont une innovation, ils se la font pomper forcément. C'est des gens qui respectent les règles de par leur positionnement et tout ça. Et c'est très très dur. C'est très très dur d'être européen. Il y a un autre truc qui est pas super connu justement sur les manières de récupérer de la donnée de qualité. Et tu disais qu'il va être en fait super important pour l'avenir. C'est au-delà du pillage. Il y a à la fois les deals, donc on va en parler, et les modèles freemium. Les gens n'ont pas forcément lu toutes les petites lignes quand ils utilisent ChatGPT gratuitement, par exemple. Mais en fait, ce modèle freemium, on peut imaginer qu'ils sont très altruistes et qui nous donnent accès gracieusement à leur modèle, mais il y a des très bonnes raisons pour des questions de données, en fait. Ouais, t'as raison. Je vais te donner à peu près un prix. Quand tu fais la reconnaissance vocale, le prix de l'entraînement sur tes données, c'est à peu près 50% du prix de vente. Et tu peux ce qu'on appelle opt-out, donc ça c'est le mot technique en anglais, en fait nous c'est de se désengager, et tu vas avoir une réduction entre 30 et 50%. Ça c'est à peu près les modèles économiques. Donc en gros, si jamais je paye pour 10 € de transcription par exemple, eh bien si je dis cette donnée, je vous la mets à disposition pour l'entraînement, ça va me coûter 5 €. Ça va te coûter 2 fois moins cher globalement. C'est ouf. Voire ça peut être gratuit si tu... T'as de la très bonne donnée, quoi. C'est pour ça que tu as beaucoup d'acteurs qui démarrent leur service de façon gratuite. Tu as plusieurs raisons. Tu cherches le product market fit, ce qu'on appelle product market fit, donc c'est l'adéquation de ton produit avec le marché. Et tu cherches à avoir les meilleures fonctionnalités les plus adaptées, donc tu cherches du retour client, et donc tu veux réduire le frein à l'adoption pour avoir le plus de retours. Et le troisième, c'est que tu veux de la donnée pour pouvoir nourrir tes algorithmes, les versions payantes entreprises qui auront plus de différenciation parce que plus de qualité. Ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles tu fais du gratuit. Une des options, donc, c'est le freemium. Ouais. Qui te donne donc des données de qualité. Il y en a une autre, on l'a dit rapidement, mais c'est faire des deals. Des partenariats. Les partenariats, du coup. En France, on a entendu parler du fait que Le Monde avait fait un partenariat avec OpenAI. Et pour comprendre facilement, c'est que dans tous les cas, les données des journaux maintenant sont derrière des paywalls. De la monétisation. Ouais, c'est ça. Tous les bots, a priori, des crawlers d'OpenAI, ne sont pas censés pouvoir y accéder. Il y a plein de trucs étranges de ce genre. Donc typiquement, Reddit aussi, normalement, c'est pas censé être libre d'accès. Ils ont des systèmes anti-bots pour faire payer des coûts d'API, justement. Et un truc dont on a parlé sur Underscore aussi, quand tu demandes à ChatGPT d'aller chercher les trucs sur Reddit, il y arrive sans problème. Donc ma question c'est, sur ces histoires de partenariats, est-ce qu'OpenAI, ils ont des partenariats, donc on sait qu'ils ont fait Le Monde, est-ce qu'ils ont un partenariat avec Reddit qui leur permet d'accéder à ces données-là? Ça, c'est quoi leur stratégie À ma connaissance, ça a été plutôt la douche froide entre Reddit et OpenAI dans les derniers mois. Et du coup, tu as OpenAI qui a dit « Ok, je retire Reddit de mes résultats ». Ils font comment de la thune, Reddit? Avec la pub. Ils ont des pubs, je sais pas, si tu vas sur Reddit, en fait, tu as ton flow, une fois de temps en temps, tu as une pub qui sont injectées, tu vas sur un thread, tu as une pub qui est injectée, etc. Les estimations, j'ai regardé hier, je sais plus si c'est UI ou quelque chose comme ça, mais qui donnait que 25% du trafic Internet en 2030 viendrait des chats. Entre 2027, 25%. De 2027 à 2030, ça montera 25% du trafic Internet. Donc un quart du trafic viendra de ChatGPT, Gemini, ce que tu veux. Imagine, t'es Reddit, tu te prends la tête avec eux. Quand t'as une search, quand t'as une recherche qui est faite par quelqu'un, Reddit remonte pas. Ou on t'a viré des résultats de ChatGPT, Reddit, il perd 25% de son revenu, direct. Donc c'est quoi ta position? Tu dis, je me fais pomper, soit je prends un billet en faisant un partenariat, soit je vais me faire bannir, et en fait, je perds 25% de mon trafic. C'est absolument phénoménal, quoi. Donc en fait, c'est une situation où, en fait, OpenAI impose ses termes, quoi. Et donc la raison pour laquelle ils arrivent malgré tout à accéder à Reddit, c'est grâce à ce genre de partenariat, ou alors ils ont des super bons anti-bots, crawlers Je pourrais pas dire exactement. Je pense que, ma théorie à moi, c'est que quand t'es petit, ça passe.
Quand tu deviens institutionnalisé, je pense qu'il y a un moment donné, tu es obligé de faire des deals. Tu deviens tellement gros, tes IP sont flagués, tout le monde, les choses on va dire, se savent. Ouais. Les journaux s'en mêlent. Tu cherches à aller vers OpenAI, perd 13 milliards par trimestre, perd 60 milliards par an. Ils font 10 milliards de revenus. Donc, ils doivent chercher en gros 50 milliards par an. Il va falloir que tu nettoies un petit peu les casseroles que tu as aux fesses pour pouvoir aller en bourse. Parce que tu vas avoir la SEC, les machins, les gendarmes de la bourse qui vont venir. Donc, moi, je pense que le game maintenant, c'est de structurer, d'être le premier à deal. Les pirates doivent devenir des corsaires. Des corsaires. Voilà. Et le premier corsaire à venir rend les pirates illégitimes. Et du coup, l'État va se diriger vers les pirates en disant vous devez vous aligner. Et pendant tout ce temps-là, les corsaires sont en train de piller, là où les pirates sont en train d'essayer de gérer avec l'État leurs problèmes. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est en train de se passer en ce moment. Et justement, pour savoir un peu les ordres de grandeur sur combien ça se paye, en fait, la donnée, toi, tu reçois des propositions pour racheter les données de Gladia, par exemple. Alors c'est assez drôle parce qu'on appelle ça du reverse sell en interne, de la vente inversée. On reçoit les propositions, les gens sont des fournisseurs de données, ils viennent me voir et disent est-ce que tu veux m'acheter de la donnée de très haute qualité de transcription. Les prix, je te les donne, c'est entre 100 et 300 $ de l'heure pour des notes données qui ont été annotées à la main. Donc les gens ont écouté, ils ont annoté, c'est à peu près les prix. Avant, c'était des gens qui passaient et qui tapaient. Maintenant, c'est des gens qui mettent ça dans un système de transcription, qui relisent et qui corrigent les fautes. Ça vaut 300 balles. Ça vaut 300 balles par heure, ouais. Waouh. Et c'est ce qu'on appelle des licences non perpétuelles. Donc, c'est des licences où tu as un droit d'exploitation pour 1 an. Est-ce qu'il commence à y avoir des boîtes qui se montent pour aller... Ah oui, il y en a plein. Tu vas aller voir, tu es une agence machine learning IA, que tu vas être très bon pour classifier la donnée. Tu vas faire ton marketing, tu vas connaître toutes les boîtes d'IA que tu vas contacter comme nous pour vendre la donnée. Et puis je vais aller voir Webedia par exemple. Alors c'est pas Webedia, hein, je veux pas avoir de procès ou de problème. Mais tu vas aller par exemple voir Webedia qui a plein du contenu éditorial. Du contenu éditorial. Tu as dit je te rachète, je suis capable de valoriser ton contenu éditorial. On va aller voir toutes les boîtes d'IA et on va leur vendre. Et je vais gérer ta distribution. Et là, on en a vu beaucoup qui sont montés. Et là, ce qu'on commence à voir, c'est des boîtes de distribution qui viennent directement, qui bypassent les intermédiaires, qui viennent nous voir pour nous vendre. Et moi, en général, je dis, je suis pas intéressé. Puis après, les mecs, ils reviennent, ils sont venus me voir, ils me disent, j'ai besoin d'un tera d'audio. Et là, ils commencent à me dire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, je donne pas le nom des clients, donc je peux le dire. Ils vont me dire, alors je veux la transcription, je veux le découpage des interlocuteurs, je veux l'isolation de la voix sur les pistes, je veux avoir les caractéristiques d'âge, je veux avoir les émotions, je veux avoir... Et tu demandes tout ça, et tu dis, t'es Webedia. Pourquoi t'as besoin de tout ça? Pourquoi t'as besoin de tout ça, tu vois? Et tu creuses et les gens te disent, c'est pour des labos d'IA, où tu dis, ok, c'est Meta qui va te racheter les données. Et tu vois un autre éditeur qui vient, et il te demande globalement la même feuille de route. T'es un éditeur de médias, tu lis la feuille de route, c'est pas toi qui l'as pondu. Tu sais très bien, tu lis le truc, tu sais très bien que c'est un data scientist ou un machine learning engineer qui a écrit le truc, parce que tu sais très, très, très bien que les mots techniques qui sont utilisés... T'as reçu ça déjà? Bien sûr. Et donc tu sais très bien, tu sais d'où ça vient. Et après, tu en vois 3 converger et tu dis c'est la même chose. Et tu dis en fait, ils sont en train de venir sourcer tous les éditeurs en ce moment. Pour aller vendre à Meta, à Google... Pour les forcer à standardiser la manière d'exporter. Mais mon interprétation à moi, c'est que tu as une forme de standardisation où ils sont en train de voir tous les éditeurs en disant la guerre du futur, elle va être sur la fraîcheur des données. Donc évidemment la qualité des données et la fraîcheur des données. On va mettre les éditeurs au pas pour standardiser et on va venir de façon régulière payer des licences, d'exploitation de ces médias. Et autant qu'on les standardise maintenant, et du coup ils sont en train de standardiser le marché, et ils vont venir faire des exports. Et donc moi je les vois et ça c'est drôle. Et donc du coup on les reverse sell, ça veut dire qu'au lieu de leur acheter, on leur vend nous tous les trucs, mais on sait très bien qu'on est en train d'alimenter la compétition en faisant ça. Ah oui, ouais, pour toi du coup... Pour moi je sais que je suis en train d'alimenter les gros labos d'IA qui sont en train de monter leur... bien sûr. Tes propres modèles, tu aides à créer des datasets. C'est fou. Donc, c'est une économie un petit peu bizarre. En train donc, tous les gens qui produisent du contenu de manière à grande échelle, en fait, sont en train de modifier complètement leur process pour devenir des banques de données, en fait. Comme on a une standardisation des virements, des trucs comme ça, il va y avoir l'endroit où tu viens acheter ta donnée en XML, récupérer tes trucs. Le marketplace de la donnée, quoi. Ouais, c'est ça. Parmi les endroits, justement, où il manque de la donnée, et il faut en trouver, c'est dans les pays du Moyen-Orient. Il y a une forte demande pour développer de l'IA qui parle bien en langue arabe, mais en fait, en termes de dataset, c'est pas si évident. C'est des régions du monde qui ont beaucoup d'argent, qui sont basées sur le pétrole. On sait que le pétrole, il n'est pas infini, les ressources finies, etc. C'est des gens qui cherchent un développement économique qui va au-delà des ressources de leur sous-sol. Le problème, quand ils sont arrivés sur l'IA, ils disent, nous, on veut investir. Très bien.
Est-ce que tu as de la donnée? Ils n'en ont pas. Tu n'as quasiment aucune donnée écrite. Tu as très peu de données digitalisées dans un premier temps. Tu n'as quasiment aucune donnée vocale. Tu as énormément de dialectes, mais tu as un marché et tu as beaucoup d'argent. Et nous, on en a des clients comme ça. Et pour vous dire, sur la voix, tu es à peu près à 5% d'erreur. Tu es précis à 95% en anglais, qui est un marché très mature. En arabe, le top du top, c'est 30% d'erreur. Un mot sur 3 est à côté. Et ça, c'est dans le dialecte principal, ce qu'on appelle l'arabe égyptien. Et ça, c'est le top du top. C'est-à-dire que c'est les meilleurs chercheurs qui ont bossé dessus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de données. Donc, comment tu fais de la collecte de données? C'est super compliqué, la collecte de données. Tu mets un doctorant dessus. Un doctorat, c'est 3 ans. Et je t'ai pas parlé des ressources qui vont devoir aller collecter. Parce que maintenant, tu dis, OK, il me faut de la donnée. Ça se décrète pas comme ça. Faut que tu aies des milliers de personnes qui se mettent à parler dans les micros. Ils n'ont pas vraiment de médias sociaux là-bas. Eh ben, tu te retrouves il faut que j'ai des gens qui parlent d'un sujet dont ils sont experts, avec une diversité de population. Et là, tu te dis, en fait, c'est un plan complet. Il faut mettre de l'argent, mais surtout, la chose la plus dure, il faut mettre du temps. Il faut peut-être juste préciser un truc, c'est Ouais. qu'il y a de la donnée, enfin, il y a des écrits en arabe, etc. Mais en fait, ce qui est compliqué d'un point de vue IA, c'est qu'il n'y a pas de données à noter. Il n'y a pas de C'est ça que données tu à veux noter. Tu vas pas avoir forcément de données à noter. Tu vas pas forcément avoir non plus des données qui sont très à jour. Parce que l'estimation de la fraîcheur de données, c'est à peu près 3 ans. Imagine, tu es en 2022, là, au début de ChatGPT, tu as donné là 3 ans, tu n'as jamais entendu parler du Covid. T'as des champs lexicaux qui manquent carrément. Il manque plein de champs lexicaux. Quand on dit qu'ils sont pas là, c'est qu'ils sont pas là de manière statistiquement suffisamment Représentative. Exactement. Donc le mot Covid n'existait pas. On a vu plein d'outils pour faire des résumés de visio qui viennent dans ta visio et qui, j'imagine, font une transcription peut-être avec Gladia d'ailleurs. Souvent, Il y a plein d'outils, il y en a eu plein. Est-ce que, en fait, ça peut permettre d'alimenter le raisonnement d'IA et d'entraîner le. Moi, ça m'intéresse parce que j'en utilise. Mais en gros, est-ce que c'est tous ces outils, parmi tous ces outils, il n'y en a pas quelques-uns qui sont en fait là pour récolter de la donnée? Alors, en général, ces trucs-là, ces outils-là sont utilisés dans les entreprises. Donc, les gens sont très respectueux des données. C'est en train de se faire beaucoup, ce qu'on appelle les agent assistants, etc. Et quand tu fais de la vente, par exemple, tu vas avoir des cartes de jeu. Donc, carte de jeu, ça veut dire des atouts, si tu veux. Et la personne, elle te dit, je préfère... j'étais chez Free, je réfléchis à aller chez Orange. Qu'est-ce que t'as? T'as ce qu'on appelle une battle card, donc un atout qui vient devant toi et qui dit Orange versus Free. Voici les 5 raisons pour lesquelles choisir Orange. Et ça se fait en direct. Où la personne t'a dit Bouygues Télécom, voici les 5 raisons pourquoi choisir Orange contre Bouygues Télécom. Mais du coup, je vais pas vous cacher, la vérité c'est que moi, il y a des négociations parfois qui sont difficiles. Je vais discuter avec un LLM en disant voilà, c'est toutes mes variables. Ma stratégie, je vais discuter en amont et je dis mon call il démarre. Et j'ai mon Gladia perso, Gladia Assist, qui tourne avec ce LLM derrière. Je me fais coacher. Ouais, je me fais coacher en direct, ouais. donc j'ai eu des discussions avec des clients. je te montrerai après. Et le truc me dit, c'est bon, t'as tout dit, les arguments c'est bon, arrête de parler, laisse un blanc et laisse-le répondre. En fait, dès que tu parles à Jean-Louis en visio, tu sais pas, mais t'es pas tout seul. Non, mais je déconne pas. Hein. Je te donne des chiffres. Il a été démontré. Si tu fais l'intelligence émotionnelle, donc t'écoutes la conversation, t'as un indicateur d'intelligence émotionnelle et tu guides l'agent au téléphone, tu réduis le risque de ce qu'on appelle de churn, donc c'est d'attrition, on appelle ça en mot technique, donc que la personne se casse, de 35%. Donc t'analyses la voix, t'analyses l'émotion dans la voix. C'est-à-dire que par défaut, moi, humain, je risque de pas être du tout assez intelligent émotionnellement pour éviter que... T'es moins intelligent que l'IA, et si tu te fais guider par l'IA en disant la personne elle est vénère, et voici la bonne manière de désescalader la situation, tu réduis de 35%. Ça m'étonne tellement. Les coûts d'acquisition d'un client, ils sont monstrueux. Tu peux upsell, donc ça veut dire augmenter son panier. Lui faire une vente additionnelle. De 12%. Tu vois, moi, je suis un client de Spectrum aux États-Unis. C'est un truc de téléphonie, mais c'est un truc un peu nouvelle génération. C'est pas les trucs anciens AT&T et tout. Putain, au début, je dis c'est l'enfer. Parce que comme ils sont nouvelle génération, pour réduire leurs coûts, ils envoient pas des SIM, ils t'envoient du truc ici, mais ça marchait pas. Bref, je suis avec la personne au support client. Elle dit je sais, c'est parce que si je redémarre le truc, etc. Et là, en 5 minutes, elle me résout le truc. Mais je suis amoureux de la marque. Je pense qu'il y a justement sur la guerre de la donnée, il y a un truc qui n'est pas forcément intuitif, c'est qui est le mieux placé, tu sais. On est un peu là, nous, en spectateur, évidemment, à regarder ces géants qui se mettent sur la gueule. On a les forceurs présence, on a OpenAI, on a Google, Meta, les Chinois. Intuitivement, je dirais que le grand public pense quoi?
en termes de qui va gagner cette guerre, si jamais il y en a... Je pense que le grand public, si tu mets pas forcément la donnée, genre qui va gagner la bataille de l'IA, ils disent OpenAI. Ok. Je pense. C'est comme un Rubik's Cube. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a regardé une face du Rubik's Cube. On est d'accord ? On a regardé la face orange, admettons rouge. Mon fils adore le rouge, je veux dire rouge. On a regardé la face rouge qu'elle a donnée. Mais tu as une autre face de l'autre côté. Et peut-être que vous en parlerez, on regardera la face du hardware un autre jour. Puis tu peux retourner, tu as la face du talent. Puis tu peux le retourner, tu as la face de la finance. Puis tu peux le retourner, tu as la face des institutions. Puis tu peux le retourner, tu as la face de la structuration de l'entreprise. OK ? Et si tu regardes une seule phase de la donnée, aujourd'hui, OpenAI est clairement ceux qui gagnent. Parce qu'ils ont le plus d'utilisateurs, ils ont le plus de données, ils ont le plus de trafic, ils ont les projecteurs, etc. Je retourne la phase du cube. Il est bordélique de l'autre côté. Sur le hardware, c'est le bordel. C'est un bordel sans nom. Nvidia, ça crache de la thune un peu partout. Nvidia, c'est un peu les seuls à faire du GPU. T'as AMD aussi. Il y a une tension monumentale pour la RAM. Toutes les usines de RAM se sont mis à fabriquer ce qu'on appelle du HBM, donc de la RAM qui est spécialisée pour les GPU. Il n'y a plus de RAM disponible sur le marché. C'est la merde pour les GPU, c'est la merde pour la supply chain. Qui est le mieux passé ? Google. Ils ont fait leur TPU, ils ont maîtrisé la chaîne de valeur hardware de quasiment de bout en bout. Donc tu vois, j'ai retourné la phase de la data, je regarde celle du hardware, je me dis, oh putain, Google. Je la retourne. OpenAI perd 13 milliards par trimestre. 13 milliards par trimestre, 60 milliards par an, ils font 10 milliards de revenus. 50 milliards par an de trous. C'est pire que le trou de la Sécu, quoi, quasiment. Tu vas de l'autre côté, tu regardes Google avec Alphabet, ils sont cash flow positif, ils font de la thune. Ils peuvent tanker, ils peuvent se saigner les veines sur l'IA pendant longtemps encore. Ils peuvent se saigner. Je retourne, je regarde la donnée. Putain, Google, il en a pleine bourre. Moins Anthropic, moins OpenAI. Ils étaient un peu dans le shadow, maintenant la data va commencer à leur coûter plus cher. Tu retournes, régulation, machin, etc. Google a toujours été clean, OpenAI l'a jamais été. Ça va être compliqué de s'aligner sur les réglementations, les conformités, les trucs comme ça. Tu retournes, et tu passes ton temps à retourner le cube. Donc là, on en a regardé un sur la data, mais le jeu, il est beaucoup plus compliqué que ça, et les forces en présence, elles montent, elles prennent de plus en plus d'espace politique et de plus en plus d'espace financier, et les cartes sont en train d'être redistribuées, à mon avis. Et pour moi, le gagnant sera Google. Et on commence à le voir. C'est-à-dire que ta prédiction, on commence à le voir, tu l'as dit, avec les tout derniers modèles de Gemini. Gemini 3 qui sont fascinants. Incroyable. Et incroyable, testez-le. En vidéo, en audio, en image. En texte aussi. En texte. Puis tu as des choses que tu vois pas parce que on parlait du grand public. Mais le grand public, c'est pas là qu'ils font la thune. Hein. La principale thune, ils la font sur les entreprises. Je peux te dire que quand tu utilises des API, Google, ça ne fait pas de bruit. C'est toujours la même latence. Et je te parlais des assistants là qui sont en direct. T'imagines, t'as le bot qui était bonjour, comment vous allez ? Oui, ça va bien et vous ? Oui, super. Vous appelez pourquoi ? Ah, j'appelle pour ma facture. Très bien, vous avez appelé pour votre facture. Et tu dis putain, il était rapide. Et en fait, c'est juste OpenAI qu'à un moment donné, il met 1 seconde 5. Donc c'est assez marrant de voir que la vision du grand public n'est peut-être pas celle qui va rester dans quelques années. Pour revenir sur la donnée, parce qu'on se rend peut-être pas compte à quel point Google est sur une mine d'or de données, ouais. Tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Et tu me disais qu'en fait, c'est aussi Sergey Brin qui est revenu aux opérations chez Google, tu me disais, il a ouvert les vannes de la donnée chez Google et ça, c'est comme ça qu'ils rattrapent leur retard. C'est ce que j'ai entendu. Des bruits que j'ai entendus en interne, c'est qu'il y a un peu les amours de début, les ingénieurs de début qui sont revenus et qui sont revenus foutre un peu le bazar. Désiloter le truc. T'avais beaucoup d'organisations internes, beaucoup de... je vais pas dire d'autocensure, on va dire de s'auto-brider en interne pour plein de choses. Il y a eu beaucoup de scandales. Hein. Timnit Gebru, par exemple, qui était à tout ce qui était AI, tu sais... Ethics AI, c'est Timnit Gebru. Ouais, barré. Alors, c'est fait barrer, plutôt. Ou alors ils ont été en désaccord sur certaines choses, etc. Mais en fait, il y a eu quand même un gros désilotage de ces organisations. Il y avait un peu de wokisme aussi qui était dedans. Imagen, il y a eu des... Imagen, au début, c'était un bon exemple. C'est dinguerie. Je pense qu'il faut aussi mettre des garde-fous partout. Pas partout, mais il faut mettre des garde-fous sur l'organisation. Mais je pense que Google est en train de trouver son équilibre entre être trop garde-fou et le truc, il a plus aucun sens, à un truc où ça a l'air d'être équilibré et ça a l'air de faire du sens. Pour l'instant, on n'a pas vu de gens qui se sont suicidés ou de pousser au suicide comme il y a eu chez OpenAI au niveau des assistants chez Google. Donc probablement qu'ils sont plus armés pour trouver cet équilibre-là, je pense. Et c'est sûrement dû à une histoire aussi de taille. C'est-à-dire que je pense que chez les OpenAI et compagnie, leur équipe sécurité, quoi, vérifier que les gens se suicident pas quand ils parlent à ChatGPT,
elle existe depuis pas longtemps, quoi. Ah, mais c'est surtout qu'ils les ont dégagés, les mecs, là, au début. Parce que si tu repenses, c'était IA à l'époque qui était pour ces trucs-là, et il y a eu gros désalignement. Il lui a dit ta gueule, c'est la croissance avant tout. Et lui, il s'est barré, il a monté son truc. Sur le AI safety, c'était la promesse qu'il lui avait faite, ils l'ont pas tenue. Donc au contraire, il a été croissance avant tout. Moi, je n'ai aucune confiance dans Sam Altman. Pas du tout. Pour moi, c'est un psychopathe, ce type. Et par contre, j'ai relativement confiance dans Google. Ils ont montré à travers le temps que c'était des gens qui étaient à la hauteur des enjeux qu'on leur donnait par rapport à notre vie privée. Ils ont été relativement réglo. Intéressant. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous n'avez toujours pas vu notre interview de Arthur Mensch, le CEO de Mistral, je peux que vous conseiller très vivement d'aller la voir. Elle est loin d'être obsolète puisque on revient sur l'origine de la boîte et comment ils s'y sont pris pour choquer le monde entier avec leur premier modèle. C'était dans cette vidéo.